Salut à tous, c'est Ben, ravi de vous accueillir dans la 6e édition de la Prolongue. Cette semaine, nous sommes ravis de vous retrouver. Deux compétitions majeures ont rendu leur verdict. Hier soir, on aura toute l'occasion d'y revenir. La Prolongue, 6e édition, c'est parti. Alors aujourd'hui, je retrouve Guillaume comme chaque semaine. Salut Guillaume, comment ça va? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Ah, parfait, hein, plaisir de te retrouver là, puisque la semaine dernière t'étais absent, c'est nickel. Et puis je sens que t'es particulièrement content parce que je crois qu'en ce moment il y a le Tour de France et que t'aimes bien suivre ça à la télé, toi. Tu fais des bonnes Ah, on va siestes. pouvoir taper nos meilleures siestes, hein, ça c'est cool pour l'instant. Et bon, ouais, un plaisir, c'est un peu l'été qui est là, dès que l'été arrive, il y a le Tour de France, donc ça va avec. Effectivement. Et cette semaine, donc Mounir sera absent et nous avons le plaisir d'accueillir Darin. Salut Darin, comment tu vas? Salut, ça va très bien, merci. Donc en quelques mots, hein, comme la coutume oblige, je vais te laisser te présenter en quelques mots et juste la petite particularité, nous dire toi quel club, s'il y en a un, tu supportes en France et s'il y a un club aussi que t'aimes particulièrement dans le football européen. Alors, moi, pour me présenter, je suis rédacteur chez PK Foot. Donc, j'écrivais essentiellement sur le football européen et de temps en temps sur l'équipe de France et la Ligue 1. Et concernant les clubs que je suis, on va dire que, étant donné que j'habite à Paris, le PSG est un club que je suis un peu plus que les autres, étant donné que je suis allé plusieurs fois au stade, etc. Et sur le football européen, j'aime bien le Real Madrid et Manchester United en raison des passages de Van Nistelrooy qui était mon idole de jeunesse. Donc voilà. Ouais, puis il a joué au Real aussi, de toute façon, donc ça se marie un peu avec les clubs que tu affectionnes. Mais tu vas bien t'entendre avec Guillaume, je pense, parce que lui aussi est fervent supporter de Paris, même peut-être même plus que toi. Alors cette semaine, nous allons parler des deux compétitions qui ont rendu leur verdict, la Coupe du Monde féminine et la Copa América. Les États-Unis, grandissime favoris de la compétition, qui l'ont remporté hier en finale. Et la Copa América qui a rendu son verdict, elle, cette nuit avec la victoire du Brésil 3-1 face au Pérou. Nous parlerons aussi des huitièmes de finale de la CAN qui ont eu lieu ce week-end et qui ont réservé leur lot de surprises. Je pense qu'on est assez surpris là, nous, tous les trois, des résultats qui ont eu lieu ce week-end. Et puis Darin, nouveau arrivé, nous fera un petit coup de cœur. Je vais pas trop teaser, je vais le laisser en parler à la fin de l'émission. Puis nous ferons, comme chaque semaine de l'été, un petit point sur le mercato. Sans plus attendre, nous allons parler de la Coupe du Monde féminine. Alors je vais lancer le sujet. On s'était juste posé une question. Quel bilan en tirer? Je crois que je vais te laisser commencer, Guillaume. Les États-Unis, grandissime favoris qui l'ont emporté hier. Qu'est-ce que tu as pensé de cette équipe et plus largement de la compétition, toi? Alors, tout simplement, ouais, je trouve que les États-Unis n'ont pas été réellement inquiétés. Il y avait un peu l'Espagne qu'ils avaient poussé un peu l'Angleterre, mais ça a jamais été. On les a jamais vus en posture en mode oh putain, on va peut-être se faire éliminer. Non, elles ont vraiment toujours contrôlé les matchs, etc. Un peu comme le PSG en Ligue 1, un peu comme si on peut dire, vu qu'on est basketteurs, un peu comme les Warriors en NBA, si on peut dire. Mais c'est un peu pareil. C'est toujours là. Elle pose le jeu, c'est elle qui domine. Et voilà, une victoire pour moi assez logique, 2-0. C'est l'une des rares équipes qui se vend du beau jeu. Donc moi personnellement. Je trouve que les États-Unis, voilà, pour moi c'est logique. Sur le podium depuis toutes les éditions de la Coupe du Monde, ça se continue, ça continue avec donc une nouvelle Coupe du Monde remportée, la 4e je crois de mémoire. Donc voilà, rien à dire pour ma part, assez logique. Effectivement, bon, c'est vrai que je te rejoins sur le fait que j'ai l'impression que les États-Unis n'ont pas été poussés dans leur retranchement. Puis même si on prend le match face à l'équipe de France, on a l'impression qu'elles étaient en gestion tout le match. Mis à part à la fin du match où ça s'est un peu enflammé, on en avait parlé, il y avait une petite polémique avec le penalty oublié pour l'équipe de France. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de hasard. Les États-Unis, comme tu l'as dit, qui sont sur le podium depuis le début des éditions de la Coupe du Monde féminine. Donc pour moi, c'est totalement une victoire assez logique face à plutôt un bel adversaire en finale qui avait fait déjà un très beau parcours. Donc je pense que Oui, beau parcours. voilà, donc je pense que les Pays-Bas sont heureuses aussi de leur parcours. Darin, qu'est-ce que tu en as pensé toi de cette Coupe du Monde, plutôt en termes de niveau de jeu, d'intérêt, est-ce que ça t'a suscité, excuse-moi. Alors moi, si je devais faire un petit bilan, les États-Unis, comme vous l'avez dit, et je ne vais pas revenir 50 dessus, mais sont au-dessus, ouais, complètement. Après, il faut savoir qu'elles ont un système où les joueuses, elles sont rémunérées par la fédération et il y a un vrai système qui Oui. fait qu'elles sont encore devant.
Et bah, malgré le fait que le foot soit hyper aléatoire, effectivement, à chaque rendez-vous, elles sont présentes. Après, sur le bilan du jeu, en termes de jeu, je trouve que l'écart, et beaucoup de gens l'ont souligné, c'est resserré entre les États-Unis et les autres. Je pense notamment, Mm. on a vu des belles équipes qui n'existaient pas. Alors, je suis pas un grand spécialiste du football féminin, mais je suis les compétitions internationales comme la Coupe du Monde et les JO depuis 2011. Et j'ai pu voir, moi, des équipes dans cette édition 2019 qu'on ne voyait pas d'habitude. Je pense à l'Italie, l'Espagne et les Pays-Bas qui Mm. sont championnes d'Europe. Ouais, l'Espagne. Et, euh, et concrètement, bah, on voit que ces nations qui n'existaient pas, entre guillemets, au niveau du football, du haut niveau féminin, ont fait des belles choses. Et l'Espagne, bah, je vous rejoins pour dire que c'est l'équipe qui a le plus posé de problèmes aux États-Unis. Donc voilà, il y a des équipes qui travaillent bien et il se peut que les États-Unis, à l'avenir, soient un peu plus inquiétés. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose pour le suspense, même si bon, j'aime bien les États-Unis. Mais le fait que les équipes travaillent bien, ajouté au fait que bah, les Rapinoe, les Lloyd vont bientôt être à la retraite, Ouais, forcément, il il va y avoir un il y nouveau aura un cycle, nouveau cycle. Ouais. forcément, un jour ou Déjà, l'autre. au-delà du niveau qui se resserre, moi je trouve que les États-Unis sont un peu moins souveraines qu'il y a quelques années, quand tu avais une colonne vertébrale incarnée par Hope Solo derrière pardon, et Abby Wambach devant. Mm. Là, elles sont un peu moins sereines, mais elles sont quand même encore au-dessus. Mm. Et je suis pas sûr que ça va durer. Après, si je devais faire un petit point patriotique, entre guillemets, ce qui m'inquiète, moi, c'est que la France, quand j'ai commencé à suivre le foot féminin en 2011, donc comme je disais, était une équipe qui allait en demi et qui n'avait pas peur, on va dire, entre guillemets, des équipes comme le Brésil, la Suède, etc. Aujourd'hui, je pense qu'elle est passée un peu en dessous et qu'elle a même vu des équipes comme l'Espagne ou les Pays-Bas qui, en termes de résultats ou de jeu, sont un peu au-dessus. Et ça, c'est peut-être un petit peu préoccupant pour le football féminin français. Mais bon, ça, l'avenir nous dira si j'ai raison ou tort, quoi. Ouais, La semaine dernière avec Mounir, ouais, on se disait, je pense que Ben sera d'accord avec moi, il dira, je pense pareil que moi, que ouais, au niveau du jeu, l'équipe de France, bah, ça a été un peu une déception, on va dire, cette Coupe du Monde, je pense. oui, oui, et puis je me souviens, on avait fait le débat de se dire est-ce qu'il y avait une volonté fédérale, etc., au niveau des intentions de jeu. Après, moi, je rejoins complètement Darine sur le fait que bah, les écarts se resserrent, et c'est dû à quoi? C'est dû au fait que le football féminin se professionnalise. Les États-Unis sont quand même encore, pour moi, un peu une classe au-dessus, parce qu'on voit par exemple leur staff de 32 personnes, c'est énorme. On voit qu'elles avaient une logistique Mm. incroyable. Mais moi, je rejoins complètement Darine sur le fait qu'il y a des belles équipes qui ont émergé. Moi, je prendrais l'exemple de l'Italie. Le hasard fait qu'au début de la Coupe du Monde, je me trouvais en Italie. Et là-bas, on nous avait dit que pour l'une des premières fois, il y avait un vrai engouement derrière cette équipe. C'est une équipe un peu surprise qui a amené un vent de fraîcheur. Et moi, c'est des équipes comme ça qui font que, oui, les niveaux se resserrent. Et les États-Unis, quoique champions du monde, c'est vrai, je pense, sont amenés à être un peu plus bousculés dans les prochaines années. Et par rapport à l'équipe de France, mon avis, c'est que c'est pas forcément une régression, mais c'est plutôt que ça progresse pas énormément. Là, on voit quart de finale déjà, on y est arrivé en faisant des matchs assez moyens. On se fait sortir bien sûr pas les États-Unis, mais je suis pas sûr qu'en passant les États-Unis, on ait été champion du monde après, championne du monde, excusez-moi. Donc c'est vrai que de ce côté-là, c'est au niveau sportif en tout cas une petite déception pour moi cette Coupe du Monde féminine au niveau français. Après de ce qui est de l'engouement populaire, bien sûr, on a vu ça un peu partout, les audiences records, etc. Moi, la seule question, Ça te plaint aussi. ouais, l'affluence, les audiences. Après, est-ce que ça va se prolonger? Est-ce que les gens, entre guillemets, le français qui suit le sport un peu de loin, va aller regarder la D1 féminine? Moi, je pense pas. Donc, il faut voir si ça va perdurer et s'il va y avoir des retombées positives. C'est tout ce que je pense. Je suis un peu d'accord avec toi. Autant la compétition a été très suivie, très médiatisée. Et d'ailleurs, après, bon, la foule à boule, hein, est-ce que ça a été suivi parce que les gens s'intéressaient au football féminin ou parce qu'on a été matraqué publicitairement? Bon, ça, j'en sais rien. Mais après, je te rejoins pour dire que honnêtement, je pense pas que quand la nouvelle saison va arriver, je pense pas que la D1 féminine sera pleine en termes d'affluence dans les stades ou qu'elle sera diffusée et qu'il y aura des audiences incroyables, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Alors, la transition est toute trouvée, hein, puisqu'on a dit quand même que malgré tout, même si les écarts se resserraient, les États-Unis avaient dominé la compétition. Par rapport à la Copa América, qui a rendu son verdict cette nuit, victoire du Brésil 3-1, le Brésil qui, on a la sensation aussi de n'avoir pas trop été inquiété sur cette compétition, tout comme les États-Unis. Guillaume, la Copa América, quel bilan t'en tires? Moi, j'ai trouvé plutôt que c'était une Copa América intéressante à suivre cette année. Je sais pas ce que t'en as pensé. Mais moi, on va dire,
Il y a eu des quarts de finale un peu décevants où ça a beaucoup défendu et une opposition. Il y a eu Ouais. à chaque fois 4 Tir au affiches but. avec 4 oppositions de style, mais des Ouais. demi et des finales qui étaient malgré tout assez intéressantes, assez offensives, etc. Et pour conclure, du coup, le Brésil qui gagne. Un peu comme les États-Unis, j'ai trouvé qu'ils n'ont jamais été inquiétés. J'ai trouvé qu'ils étaient toujours, en plus c'était à domicile, j'ai trouvé que ouais, ils ont mené de bout en bout chaque match d'une main de maître, à l'image de leur charnière centrale qu'on connaît bien ici en Ouais. France, qui est Thiago Silva Marquinhos, Ouais. qui a Thiago Silva été... qui a encore provoqué un penalty contre lui en On s'est finale. dit, Donc, oh non, c'est pas possible, il va pas recommencer à choquer dans les grands matchs. Mais finalement, il a été très solide tout le reste du match. Ça va, je suis content pour eux qui gagnent des trophées au lieu de. Qui pleurent de joie plutôt que pleurer de tristesse comme à chaque élimination du PSG. Au moins, ça c'est cool. Et en parlant d'images fortes, Gabriel Jesus aussi qui Ouais. se fait expulser, qui a fondu en larmes, etc. Bon, il y a eu des images qui ont tourné dans les vestiaires. Et aussi Messi qui prend un carton rouge. J'ai pas trop compris son carton rouge, mais voilà, il prend des coups de boule, c'est lui qui prend un carton rouge. J'aurais peut-être bien aimé que ce soit pareil en 2006, mais là, finalement, l'arbitre a décidé d'exclure Messi. Bon, c'est dommage. Mais heureusement que l'Argentine gagne. Heureusement que l'Argentine Après, gagne. Parce que sinon, toute petite nuance à ce que tu as dit, on n'oublie pas quand même que le Brésil a dû passer par les tirs au but pour sortir Oui. le Paraguay en quart de finale. c'est la seule fois où, voilà, quoi. Pour ce qui est de cette finale, c'est vrai que c'était un invité surprise. Le Pérou qu'on connaissait un petit peu puisqu'on les avait eu dans notre poule à la Coupe du Monde 2018. On avait eu du mal à s'en défaire alors que c'était notre meilleur match de la phase de poule au niveau de jeu. Darin, qu'est-ce que t'en as pensé toi? Alors moi je voulais juste parler de Gabriel Jesus qui je trouve a fait quand même une très belle finale. Il était présent partout, il met un but, il fait une passe décisive. Qu'est-ce que t'as pensé de la prestation de l'équipe brésilienne et plus globalement du niveau de cette Copa América ou encore du carton rouge de Messi si t'as suivi la polémique? Ouais, alors Gabriel Jesus a été excellent. Son carton rouge est un peu cruel, je trouve, parce qu'il n'y a pas volonté de faire mal. Honnêtement, pour ceux qui ont joué un peu au foot, tu sais que quand quelqu'un fait ça, c'est pas pour te faire mal. Bon, après, il n'y a pas énormément d'incidence, mais bon, quand même. Voilà, bon, en tout cas, c'est sujet à interprétation. Moi, je pense que c'est un peu sévère. Mais sinon, dans le jeu, ouais, il a été excellent dans une position où il m'a surpris. À droite, c'est pas vraiment ce qu'il a l'habitude de faire. Et il a C'est vrai. Ouais, il a fait des bons débordements, il a été bon. Il a donné une passe, il a marqué, ce qu'il avait fait déjà en demi-finale, où je m'étais motivé à rester éveillé pour regarder ça. Mais ouais, il a été très bon. Et moi, honnêtement, je suis pas un grand fan de joueur à l'origine parce que il a souvent, enfin souvent peut-être pas, mais il a réduit, on va dire, le temps de jeu d'Agüero, qui est un joueur que j'adore. Donc j'avais un a priori un peu négatif sur lui. Et là, il m'a régalé en termes de jeu. Donc ouais, pour moi, homme du match sur la demi et la finale. Après, en termes de jeu, la Copa América, moi je l'ai trouvé spectaculaire, certes, sauf certains cas où il y a eu pas mal de 0-0, mais aussi spectaculaire parce que tactiquement, pardon, j'ai trouvé ça assez faible qu'une équipe comme l'Argentine aille en demi alors que c'est une équipe qui est coupée en deux. Je trouve que c'est pas quelque chose qu'on pourrait voir dans les grandes compétitions comme la Ligue des Champions où pour le coup tous les meilleurs joueurs sont rassemblés. Et tant mieux pour le spectacle, mais c'est vrai que si tu analyses un petit peu, tu vois que c'est quand même, il y a beaucoup de carences, de faiblesses, quoi. Ouais, moi je suis complètement d'accord avec toi pour rebondir sur ce que tu dis sur l'Argentine. On se dit toujours que Messi n'y arrive pas en sélection, etc. Mais il faut quand même voir que moi, depuis que je les vois, c'est toujours une équipe qui a été plutôt, comme tu dis, coupée en deux, où j'ai l'impression qu'il n'y a pas de cohérence tactique. Et je pense que leur souci, c'est aussi au niveau des entraîneurs qui placent à la tête de cette équipe, il faudrait faire des choix plus pertinents, à mon avis, parce que c'est un peu la débandade au vu de l'effectif qu'ils ont. Guillaume, pour moi, je voulais te parler d'un joueur qui, je pense, tu le connais quand même, c'est Everton, qui je trouve est quand même une révélation pour le grand public, même si on le connaît un petit peu, c'est une révélation. Il joue encore au Brésil. Il y a peut-être moyen qu'il aille en Europe, non? Oh oui, je pense que même dès ce mercato, c'est grandement possible qu'il aille en Europe. Je vois bien des clubs anglais s'arracher dessus. Je vois des petits clubs anglais à la Everton, voilà. Wolverhampton, etc. Tu sais, mettre des petits 20-30 millions. On sait très bien que la Première Ligue les clubs de Première Ligue sont capables de mettre ce genre d'argent. Donc pour moi, c'est clairement possible qu'il aille en Europe. Et c'est un très bon joueur qui peut jouer sur plusieurs postes, ailier, en 10, etc.
un bon petit crack qui s'est bien révélé. Franchement, moi j'étais agréablement surpris parce que c'est un joueur que je connaissais. Je me disais, bon, il va être sur le banc, hein, voilà. Et au finalement, ben, pas du tout. Il a joué et moi j'étais très content de sa Copa América. J'espère que ça continue ainsi en Europe. Ouais, je voulais aussi. Alors évidemment, sont pas allés jusqu'au bout, mais je voulais aussi souligner la belle performance des invités qui étaient le Qatar et le Japon. Voilà, je fais ça en tant Mm. qu'asiatique. Mais voilà, moi le Japon notamment m'a régalé contre l'Uruguay par exemple. Et bah ouais, il faut savoir qu'ils y étaient allés également avec une équipe assez remaniée, pas du tout leur titulaire habituel. Oui, c'était pas du tout Bon, leur titulaire, ouais, le Japon, ce qu'il disait, parce qu'il y avait ouais, le championnat, etc. ouais, ils voulaient préparer les JO aussi qui arrivent chez eux. Et c'est pour ça qu'ils ont pris des jeunes. Et franchement, dans le jeu, je les ai trouvés vachement bons. Après, les Japonais, c'est toujours la même chose, hein. Bon dans le jeu, mais dans la finition, ça concrétise pas toujours. Mais ouais, ça m'a fait plaisir de les voir en tout cas. Ouais, moi je suis complètement d'accord avec toi. Je me souviens même qu'avec Guillaume, en début de Copa América, on avait souligné, au-delà du Japon, les performances plutôt correctes du Qatar. Je me souviens qu'il avait accroché le nul contre le Paraguay après avoir été mené 2-0. Moi, l'autre petit coup de cœur, entre guillemets, de cette compétition, c'est que je trouve que c'est une compétition souvent qui permet, entre guillemets, de relancer certains joueurs. Là, j'ai deux exemples en tête, enfin de relancer, ils ont quand même des belles carrières, mais par exemple, moi je pense à Alexis Sanchez, qui a fait quand même une belle Copa América, qui marque 2 buts, et même jusqu'à un Philippe Coutinho, hein, qui sort d'une saison très difficile. Je l'ai trouvé plutôt bon, assez remuant, hein, sur cette Copa América. Donc pour moi, c'est aussi l'occasion, ce genre de compétition, pour relancer des joueurs. Ça offre une exposition, c'est quand même assez suivi. Et voilà, le Brésil est allé au bout, et bon, comme on l'avait dit, pas si inquiété que ça, mais c'est bien pour eux, et puis c'est bien, Guillaume est content, je pense qu'il y ait plusieurs joueurs du PSG qui l'ont emporté, peut-être que ça va les mettre en confiance pour la suite de la saison. Je pense que tu es d'accord avec moi, Guillaume. Tant qu'ils n'arrivent pas à cramer, ça me va. Tant qu'ils n'arrivent pas à cramer autour des vacances, ça me va. Ça va pas beaucoup aider Daniel Alves pour la confiance, parce que de toute façon, il est plus au PSG. Ouais, ça c'est sûr. Mais Ça, c'est sûr. au-delà de ça, pour rebondir sur ce que tu disais sur Coutinho, ouais, je trouve qu'il s'est régalé techniquement, mais 2-3 fois en finale, il avait des occasions de faire la passe à Jesus tout seul et il l'a pas fait. Mais bon, après, voilà, il voulait marquer son but, il y avait déjà. Enfin bon, bref, le break était fait. Mais bon, moi, j'aurais été Jesus, j'aurais pas très bien pris. Mais voilà. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Des fois, il pêche un peu d'individualisme. Alors, est-ce que c'est pas aussi pour essayer de, comme je disais, hein, de se montrer, de se relancer vraiment, de montrer au Ouais. Barça qu'il en est capable. Alors, fin de cette Copa América, on en aura assez parlé quand même, je trouve, Guillaume, au cours des dernières émissions. On va enchaîner avec une compétition qui, elle, bat son plein et qui est aussi agréable à suivre dans le fait qu'il y ait énormément de surprises, je trouve. C'est la CAN. Alors, les huitièmes de finale, il s'est passé des choses incroyables. Le Bénin qui sort le Maroc au tir au but, Madagascar qui sort le Congo, le Nigeria qui bat le Cameroun notamment. Enfin, on a eu des choses assez spectaculaires. Il y a juste l'Algérie qui s'est qualifiée vraiment tranquillement 3-0 hier. Guillaume, toi, je sais que tu as vu des matchs de ces huitièmes de finale. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que pour toi, ces surprises sont vraiment des grosses surprises? Ou est-ce que, au final, en ayant vu les matchs, c'est quelque chose de assez logique en ayant vu les matchs? Ah ben, Maroc-Bénin, c'est une grosse surprise. Le Maroc qui avait des occasions énormes de gagner le match. On pense à Ziyech qui rate un penalty, et qui rate une autre occasion juste avant, hein, immense, il est devant le but et il rate la balle. Hein, bon, voilà. Mais sinon, Madagascar qui se fait égaliser, hein, dans les dernières minutes par le Congo et qui arrive avec le mental à gagner ce match au tir au but. D'une main de maître. Nigeria-Cameroun, pardon, pour moi c'était logique. Igalo, il s'est régalé. Odion Igalo qui, je ne sais pas pourquoi, si il prendrait pas l'argent en Chine et il servirait bien à beaucoup de clubs en Europe. Mais bon, il a préféré prendre l'argent en Chine, hein, on lui en veut pas. Et surtout pour moi, la plus grosse surprise de ces huitièmes de finale, c'est Égypte-Afrique du Sud. L'Égypte à domicile qui se fait sortir dans les dernières minutes par l'Afrique du Sud. Ça, moi, c'est un résultat qu'on comptait pas du tout voir parce que l'Égypte, on mettait en favori. Et sortir dès les huitièmes à domicile, c'est très dur quand même comme résultat. Donc, il y a beaucoup de surprises. Là, il reste que 2 huitièmes de finale. Hein. Il y a Mali-Côte d'Ivoire, le vainqueur affrontera l'Algérie. Et surtout Ghana-Tunisie qui risque d'être très beau à avoir joué. Le vainqueur affrontera Madagascar. Et je pense que la Tunisie
peut peut-être se relancer dans cette CAN grâce à ce match. Je pense que ça peut aider pour eux parce qu'ils sont un peu dans le dur depuis le début de la CAN. Je pense, je sais pas si vous avez regardé, mais pour moi ils sont un peu dans le J'ai un dur. peu regardé, ouais. Après, c'est sûr, hein, je pense que le match Ghana-Tunisie va être assez explosif. Mais la question que j'ai par rapport à Madagascar, c'est est-ce que Jérémy Morel va gagner la CAN, Guillaume? Franchement, t'imagines la photo à Lyon, Jérémy Morin qui soulève la CAN, ce serait incroyable. Franchement, Je me souviens, N'empêche, je me souviens, Darin, on avait fait un peu des pronostics hein, à l'époque avec Mounir et Guillaume par rapport à nos favoris. Il se trouve que Guillaume, bon, qui est très mauvais en pronostic, a déjà des favoris qui sont éliminés. Toi, vu qu'on t'avait pas eu avant, est-ce que toi, t'es surpris par ces résultats là qui sont un peu passés en huitième de finale, ou est-ce que pour toi, finalement, en Afrique aussi, les niveaux sont resserrés et il y a plus tellement de petites équipes? je reste surpris quand même parce que tu vois, une équipe comme le Maroc a des joueurs qui jouent en Europe. Tu te dis que normalement ils doivent pas passer à la trappe comme ça, genre jamais. Et pourtant ça arrive, donc c'est assez surprenant. Je connais pas très bien ce que fait l'Afrique en termes d'infrastructure. Je sais pas comment ils se développent, comment expliquer le tel succès d'une équipe comme Madagascar. Mais en tout cas c'est rafraîchissant, ouais. Mais oui, je suis très surpris par ce qui se passe. Et concernant, alors je vais faire une petite aparté par rapport à ce que disait Guillaume sur Igalo. Alors Igalo, pour moi, c'est un joueur que j'adorais et je l'avais suivi notamment, je l'avais découvert à Watford. Et en fait, ouais, ouais, Watford, et il a une c'est histoire un ça. peu spéciale en fait, ce joueur, parce qu'il a, en fait, s'il choisit pas sa carrière, tout simplement, il a fait que des clubs, il a fait l'Udinese, Grenade et Watford, et en fait, c'est trois clubs qui appartiennent à Gianpaolo Pozzo, donc ouais, Oui, au même exactement. propriétaire, c'est Donc, vrai. et je C'est vrai. pense que ce gars-là, je pense qu'il choisit pas ce qu'il fait en fait. Donc, alors il a pas été con, on lui a pas mis un flingue sur la tempe pour signer en Chine, je pense. Mais effectivement, ouais, il ferait du bien, comme il a fait du bien à Watford, à pas mal d'équipes, et c'est dommage pour nous spectateurs. Mais voilà. Et concernant l'Afrique, comme je te disais, comme je vous disais à vous deux, ouais, ça me surprend ces résultats. Et au final, l'Algérie est un peu la seule à vraiment tenir son rang sur le terrain. L'Algérie est Ouais, vraiment solide, hein, ouais. l'Algérie, hein, vraiment très solide. Et j'en fais mes favoris. Ouais, je suis d'accord avec vous. Ouais, je disais l'Algérie, je suis complètement d'accord avec vous qui tient son rang. Moi, concernant le match Égypte-Afrique du Sud, l'Afrique du Sud pour moi n'est pas tant une surprise que ça. J'ai vu un match en poule où ça jouait vraiment bien, et là ils vont se retrouver en quart face au Nigeria. Pour moi, ça va être un beau choc à suivre, vraiment. Le Madagascar qui sera opposé au vainqueur de Ghana-Tunisie. Donc, est-ce que vous pensez, par exemple, Guillaume, toi, que Madagascar peut encore passer un tour, parce que bon, on en parle un peu comme la surprise en ce moment. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent passer un tour? Leur prochain match, c'est jeudi à 21h contre le vainqueur de Ghana-Tunisie. Sincèrement, je suis limite prêt à dire qu'ils peuvent aller jusqu'en finale parce qu'en demi, ils affrontent soit le Sénégal, soit le Bénin, s'ils passent. Hein. Soit le Sénégal, Ouais, soit c'est le ça. Bénin en demi. Pour moi, de ce que j'ai vu du Sénégal et du Bénin, c'est pas non plus exceptionnel. Donc je me dis à tout le monde, Madagascar, s'ils restent toujours solides, qu'ils mettent, qu'ils soient efficaces en attaque, ça peut clairement aller jusqu'en finale. Hein. Après, on espère pas porter l'œil, mais vraiment, c'est très solide comme équipe. Hein. Faut faire très attention. Ouais, bah écoute, on verra bien, les gars. On aura l'occasion d'en reparler, bien sûr, au cours des prochaines émissions. La CAN qui se termine vendredi 19, hein, le dernier match à 21h. On va maintenant passer, avant des infos mercato, on va passer à un petit coup de cœur de Darin, un nouvel arrivant. Tout de suite, il a un coup de cœur à nous passer. Ça concerne, je crois, un joueur qui prend sa retraite. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors bon, il était un peu sur le déclin ces derniers temps, mais donc la retraite n'est pas une surprise complète, hein. Mais ouais, il a annoncé sa retraite alors qu'on l'imaginait faire une dernière pige, notamment aux Pays-Bas. C'est Arjen Robben. Et Arjen Robben, je pourrais en parler des heures, je vais éviter, mais c'est vraiment un joueur qui m'a marqué. Tout le monde parle de sa spéciale. Effectivement, c'est quelque chose qu'il a placé un nombre incalculable de fois. Beaucoup de gens se demandent comment ça se fait que ça marche à chaque fois. Tout simplement parce que son jeu est beaucoup plus varié que ce qu'on peut en penser. Sa spéciale, il va la tenter 3-4 fois par match, là où il va toucher une cinquantaine de ballons. Donc c'est pas non plus, il fait pas que ça du match, heureusement. Mais ouais, c'est vraiment sa signature et je pense que ça montre aussi la confiance qu'il a en lui-même. C'est un joueur qui, voilà, il va la tenter et parce qu'il sait qu'il va y arriver. Il a une vraie confiance en lui. Je pense que si tu lui fais une interview, je pense qu'il est capable de dire qu'il est meilleur que Messi et Ronaldo. Donc c'est vraiment un joueur que j'adore pour ça, pour son talent, pour son assurance, etc.
J'étais très content pour lui en 2013 quand il gagne la Ligue des Champions en marquant en finale enfin. Après ce qui s'est passé notamment en 2010 face à l'Espagne où il rate ce face-à-face face à Casillas qui aurait donné aux Pays-Bas très probablement la première Coupe du Monde de leur histoire et qui lui aurait lui donné un statut de entre guillemets légende du football. Et c'est un joueur que j'aime beaucoup et franchement je trouve que quand il était en pleine possession de ses moyens, en pleine confiance, sur un match il pouvait atteindre un niveau de jeu qu'il était le seul à pouvoir atteindre derrière Messi et Ronaldo évidemment, mais j'ai rarement vu un joueur pouvoir être décisif autant à lui tout seul sur un match comme ça. C'est pour ça que je l'apprécie et j'espère Mais je suis complètement d'accord avec toi. Guillaume, toi ton avis sur Arjen Robben, je crois que toi aussi, hein, sans connaître particulièrement Darin auparavant, sans t'être mis d'accord avec lui, c'est un joueur que tu kiffes aussi, hein, que tu kiffais du coup, mais que t'appréciais. Arjen Robben, c'était, voilà, comme on dit, ça spécial. Quand tu arrives à marquer le foot en faisant un geste où on dit ton nom, ou un geste, il y a ton nom dessus, c'est dire à quel point tu as marqué le foot. Donc voilà, il fait partie de ces ailiers pleine de vitesse, d'arrogance, techniquement, etc., qui peuvent faire la différence à eux tout seuls. Hein. On parle de joueurs un peu qui ont des gestes techniques propres à eux. Donc le crochet repiqué à l'intérieur pour Robben, Joaquin qui a créé un dribble à lui tout seul, mais c'est un peu ces classes d'ailiers voilà, qui pouvaient faire la différence à tout moment. Sur leur côté et voilà, dans un match c'était toujours bon d'avoir un joueur comme ça sur le côté, donc c'était toujours bon. Et aussi on s'en souvient à la Coupe du Monde 2014, l'affiche B contre l'Espagne où Da Fonseca a poussé sa meilleure cri sur le 3ème but des Pays-Bas où il part en contre-attaque où Da Fonseca sortira ses punchlines devenues légendaires depuis. C'était lui, donc voilà, donc ça résume un peu la carrière du joueur. Ouais, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Moi, ce que je respecte chez lui, c'est quand même, mis à part le fait que, bon, bien sûr, il était un peu en fin de carrière, je l'ai toujours trouvé quand même plutôt performant. Là où il m'a étonné, c'est après sa période du Real Madrid, où je l'avais trouvé un peu dans la difficulté au bout d'un moment. Il a été énorme, je l'ai trouvé vraiment énorme son passage au Bayern. J'étais très heureux pour lui quand ils avaient gagné la Ligue des Champions en 2013 pour forcément ce fameux duo qui formait avec Franck Ribéry. Et moi là où je rejoins particulièrement Darin, c'est sur le fait de la confiance en lui. C'est un joueur qui vraiment ça transpirait, il était surconfiant et je pense que ça c'est des choses qui font vraiment peur à l'adversaire. Et pour moi, c'est clairement un joueur qui a marqué les années 2000. Hein. Je pense qu'on s'en souviendra, bien sûr pour sa spéciale, mais aussi pour les choses qu'il a faites. Je crois d'ailleurs que face à l'Espagne, là, lors de la Coupe du Monde 2014, il avait battu un record de vitesse, hein, je crois, sur le terrain qui a été effacé des tablettes juste par Mbappé l'année dernière, je crois. Il me semble bien. Et pour revenir avec ce que tu dis, pour je sais pas clôturer sur Robben, le fait que tu dises ouais effectivement peur à l'adversaire, bah c'est ça, le fait que le mec tu sais que tu peux gagner un duel, 2 duels face à lui il revient toujours, il y en a d'autres qui vont avoir un peu plus peur, jouer de façon plus prudente, lui tu peux gagner 3 duels de suite face à lui, bah il va quand même revenir une 4ème fois, te foncer dessus et quand tu défends c'est un peu chiant. Ouais complètement, tu sais que le mec est tenace et que pendant 90 minutes il va t'en faire voir. On referme la parenthèse sur Arjen Robben, on lui tire bien sûr notre chapeau pour tout l'ensemble de sa carrière. Comme d'habitude, on va finir par les petites infos qu'on distille comme ça ou pour lesquelles vous pourrez continuer à piocher. On va essentiellement parler de mercato. Guillaume, je vais te laisser la parole par rapport au mercato du PSG, les récentes signatures qui sont officialisées là au cours de la semaine dernière. 2 questions. Est-ce que tu es content toi de ce mercato et qu'est-ce que tu penses des 2 joueurs notamment Sarabia et Herrera là, de petit duo Sarabia qui a été acheté quand même à un prix raisonnable? Je suis très content, je trouve que c'est vraiment, comme tu dis, un prix raisonnable. Alors officiellement 4 joueurs sont arrivés, donc Sarabia donc pour 20 millions et 3 joueurs libres. Donc Herrera qui va être le seul globalement à jouer. Et ensuite il y a 2 jeunes, donc un de l'Ajax, Mitchell Bakker, qui est un défenseur central qui peut jouer latéral gauche, et Marcin Bulka qui arrive soit en tant que 2e ou 3e gardien de Chelsea, je sais pas quel poste il aura, plutôt 3e je pense, ça m'étonnerait qu'il soit 2e, mais voilà, parce que je ne connais pas ce garçon. Mais ouais, Sarabia et Herrera c'est très bien.
Tourelle les voulait depuis longtemps, depuis le mercato d'hiver. Sarabia devait signer finalement. Enrique ne voulait pas. Là maintenant c'est fait. Je suis très content parce qu'il sort d'une saison pleine à Séville, qui pourtant Séville a été très compliqué. Donc c'est vraiment bien, ça va apporter un peu de légèreté technique, de combativité pour Herrera, du sérieux, du professionnalisme pour moi. Donc je m'en fais absolument pas pour ces deux joueurs. Et puis pour les deux autres, ces deux jeunes, ils ont 19 et 20 ans. Donc si ça marche, tant mieux, parce qu'on fera une pleurie dessus peut-être pour un transfert plus tard, vu qu'ils sont allés gratuits. Sinon, pas de regret. Voilà, ça apporte juste de la rotation en plus peut-être. Donc voilà, mais je pense que toi, Ben, tu vas nous parler d'un autre joueur qui est proche de ton club, non il me semble, non? Vu que toi t'aimes bien l'OL. Il y a des joueurs qui Joachim Andersen qui a signé à Lyon, qui va, je sais pas exactement. Jeune joueur né en 96, un jeune Danois. On sait que les défenseurs danois sont souvent rugueux. Écoute, il sort de 2 saisons à la Sampdoria. La première, il avait pas joué première partie de saison, il avait un peu intégré le groupe par la suite, et il sort quand même là, il vient de faire une saison pleine. Le club l'a acquis pour à peu près 30 millions d'euros, donc c'est un vrai investissement, donc je pense qu'il jouera directement, sachant que Lyon avait quand même besoin de joueurs à ce poste-là. J'attends de voir ce qu'il vaut, je sais que d'Italie il était plutôt bien vu, j'attends de voir ce qu'il vaut à Lyon, notamment dans les matchs qui vont compter. Mais connaissant un peu la cellule de recrutement lyonnaise, qui quand même sait faire des bonnes pioches globalement, à mon avis ce sera quelque chose d'intéressant. Donc voilà, je sais qu'il a notamment été sélectionné récemment dans l'équipe A du Danemark sans être entré en jeu, mais c'est encore un jeune joueur, on a le temps. Je pense que s'ils l'ont pris, c'est que Juninho croyait en lui. On va parler de l'Atlético, Darin, si ça te dérange pas. Pour deux joueurs, Ouais. l'Atlético qui a cassé sa tirelire pour Joao Félix, plus de 120 millions d'euros, très jeune joueur qui, on sait, la petite pépite de Benfica, et aussi Antoine Griezmann, qui lui est vraiment sur le départ. Alors je voulais ton avis sur les deux joueurs, d'abord sur Joao Félix, qu'est-ce que tu penses de cet investissement, et aussi de Griezmann, qu'est-ce que tu penses de sa situation et de son futur club? Alors, Joao Félix, pour moi, c'est la folie du foot. Mettre autant d'argent pour un si jeune joueur, c'est incroyable. Après, ça peut être un investissement gagnant comme le PSG en a fait pour Mbappé, qui aujourd'hui vaut beaucoup plus, qui est champion du monde, etc. Pour l'avoir vu jouer, pour parler plus de jeu, j'ai pas vu jouer 10 000 matchs de lui, parce que je suis pas énormément la Ligue portugaise. Mais pour l'avoir vu un petit peu en Ligue Europa et avoir demandé un avis à des amis au Portugal, ils disent que c'est un joueur qui a quelque chose. Sur chaque touche de balle, tu vois qu'il a quelque chose, etc. Après, ça va être très très dur pour lui si on lui demande directement de remplacer Griezmann. Griezmann, que ce soit en équipe de France ou à l'Atlético, il avait une importance capitale aussi bien dans la finition mais aussi, surtout dans le jeu. Et remplacer Griezmann, honnêtement, ça va être très 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 dur si on lui met la pression directement. À voir ce qu'il peut faire, j'espère pour lui qu'il réussira. Et j'espère que l'Atlético surtout va s'en sortir collectivement, parce que c'est pas tout de mettre la pression sur un si jeune joueur. Quand tu vois le nombre de départs qu'ils ont eu, que ce soit Hernandez, que ce soit Godin, enfin vraiment leur Rodri, vraiment leur colonne vertébrale quoi. Enfin une grosse partie de leur colonne vertébrale, ça va être très dur pour lui. C'est pas comme justement Griezmann qui est arrivé dans un Atlético qui était un peu plus établi. Là, il va arriver dans un Atlético en reconstruction, donc ça va rendre sa tâche plus dure. Et concernant Griezmann, ouais, je suis assez triste. De ce qui se passe pour lui. J'aimais bien le voir à Atlético et j'aurais bien aimé le voir signer dans un autre club que le Barça a priori. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. Moi, je pense que les bons joueurs savent jouer ensemble. Et a priori, je pense qu'il saura s'adapter, puisque tactiquement, c'est vraiment un joueur très intelligent. Donc, je pense qu'il saura s'adapter et trouver sa place. D'accord, merci à toi. Alors, je vais te repasser la parole, Guillaume, pour parler de deux clubs, de plusieurs joueurs notamment. Je vais te parler de Buffon. Une seule saison au PSG, il repart à la Juve. Tu vas me dire ce que tu en penses. Et je veux aussi que tu nous parles de la situation rapidement à l'Inter de Milan, parce que ça bouge pas mal cet été quand même. Et c'est ça, Buffon, malheureusement, il aura fait un petit tour et s'en va. Bon, voilà, un peu de déception, un peu malgré tout, parce que son niveau de jeu n'était pas celui attendu, on va dire, juste pour le nom de Buffon. Mais après, d'un côté, on le savait aussi qu'il était sur la fin. Globalement, on va pas se mentir. Et ça a bien prouvé les matchs contre Manchester United notamment.
Voilà, c'est dommage. Bon, il repart à la Juve, tant mieux, il finira sa carrière là-bas. C'est toujours mieux de finir dans le club qui a fait que ta carrière a été marquée, on va dire. Donc voilà, c'est comme si Messi finissait au Barça, entre autres. Mais c'est un peu pareil pour Buffon. En plus, il a un contrat qui lui permettra d'être dirigeant à la fin de sa carrière. Il a aussi négocié ça, donc parfait, parce que je suis pas sûr qu'à Paris, il aurait eu ça. Et je pense qu'à mon avis, ça a joué aussi pour partir. Donc parfait. Et pour descendre un peu plus bas en Italie, et ben du côté de mon club de l'Inter, et ben putain, c'est un peu compliqué en ce moment. Entre les affaires de Lukaku, Conte, tout ça. Eh ben on sait pas trop, mais en tout cas, le DES de la Roma qui a dit officiellement Barella va à l'Inter, c'est sûr, ils ont payé sa clause, etc. Ça fait une semaine qu'il est censé signer, mais on le voit toujours pas. Et hier, Marotta, le DES de l'Inter, qui a dit clairement Icardi et N'Golan sont sur le marché. Je trouve que l'Inter va perdre beaucoup en investissement, parce que déjà N'Golan a coûté 40 millions. Mais surtout pour Icardi, je pense, il y a 1 ou 2 ans, tu pouvais le vendre 80 à voire 100 millions. Là maintenant, il va se vendre beaucoup moins cher, Icardi. Parce que, avec toutes les affaires qu'il y a eu, notamment aux alentours de sa femme et de son agent, donc ça risque d'être compliqué pour Inter qui va perdre, on va dire, des sous. Enfin, certes, ils vont gagner des sous en les vendant, mais ils vont perdre potentiellement beaucoup d'argent par rapport à ce qu'ils ont investi sur N'Golan et ce qu'ils auraient pu récupérer sur Icardi potentiellement il y a 1 an, quoi. Donc d'un point de vue économiquement, ils sont un peu perdants. Mais je pense que comptez pas sur eux, donc de toute façon. D'accord. C'est On parlait tout à inévitable l'heure pour eux, de Igalo qui joue en Chine. Je vais me tourner vers toi, Darin. Alors, 2 joueurs ont signé récemment, c'est Arnautovic et El Shaarawy. Qu'est-ce que tu penses, toi, des joueurs qui s'exportent comme ça en Chine? On sait souvent que c'est plutôt pour des raisons financières, quoi. Oui, clairement, c'est pas, c'est pas pour voir la beauté du pays ou pour la gastronomie, même si elle est très bonne. Je suis un peu triste à chaque fois que je vois ces joueurs-là partir. Parce que, en fait, Arnautovic, El Shaarawy, typiquement, c'est des joueurs qui peuvent sur un match ne pas exister. Et même avoir sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mais qui sont un peu imprévisibles. Et moi, j'aime bien ce type de joueurs, les voir. Alors, dans ton équipe, c'est un peu plus chiant. Dans ton équipe, tu les supportes pas. Mais quand c'est chez les autres, ça fait toujours plaisir à regarder ce genre de joueurs. Donc je trouve ça un peu dommage. Après, c'est le foot, c'est une carrière. Est-ce qu'on peut les critiquer? Chacun gère sa carrière. Mais c'est très dommage. Et puis, on voit qu'il y en a pas mal qui en sont revenus. Type, je pense à Gervinho qui s'éclate à Parme. Je pense également à Witsel qui est devenu un taulier à Dortmund. Donc, est-ce qu'ils vont revenir après? Je sais pas. Et c'est vraiment un peu dommage pour le spectacle européen, mais bon, après c'est pas les non plus. Je pense que la Chine, il y aura un vrai grand coup d'émoi s'ils arrivent un jour à recruter un type comme Ronaldo, Neymar ou Messi. Ces joueurs-là, ils vont manquer aux spécialistes, entre guillemets, aux vrais connaisseurs. Mais bon, ça va pas faire tant de bruit que ça, malheureusement, pour ceux qui les apprécient. Ouais, complètement d'accord avec toi sur ce que tu viens de dire. Je pense qu'on va refermer cette page sur les actus mercato. Vous pouvez bien sûr aller piocher de votre côté sur les réseaux, voir les actualités mercato. Et puis de toute façon, nous en parlerons tout au long de l'été. C'est un peu ce qui va nous tenir en haleine au cours des prochaines émissions. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Darin, un grand merci à toi. C'était un plaisir de t'avoir avec nous. Merci à vous les gars. On aura sûrement l'occasion de te refaire venir avec nous. Et puis, en tout cas, on vous souhaite une très bonne semaine à tous. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, à retweeter, à partager. Et encore un merci à APK Foot pour la confiance et la bonne tenue de ce podcast. Guillaume, passe une bonne semaine, bon Tour de France à toi et bon mercato. Ah, parfait. Hein. Et Merci. on vous dit un grand merci à vous et puis on vous dit à la semaine prochaine. Ciao! Salut. Ciao à tous.